Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est la deuxième fois que je viens. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Alors, je travaille en philosophie, mais en philosophie des mathématiques et en logique. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Autrement, ça serait vraiment bizarre. Aujourd'hui, je vais vous parler. Le titre est un peu bizarre, j'avoue, et peut-être pas exactement le plus clair et attirant, mais j'espère à tout le moins vous convaincre que c'est un problème intéressant, bien que ce ne soit pas un problème de mathématiques, un problème mathématique à proprement parler, mais c'est au sujet de la connaissance mathématique et de certains enjeux liés à l'évolution de la connaissance mathématique qui a, à mon avis, et là j'espère que ça va vous rejoindre, un impact sur la pédagogie des mathématiques, sur l'enseignement des mathématiques et la compréhension des mathématiques et la pratique mathématique. Comment faire des maths. Donc, voilà pour le titre, méthode axiomatique et montée vers l'abstraction. Je ne parlerai pas beaucoup de la montée, je vais en glisser un des mots vers la fin, mais vous allez voir. Bon, mise en contexte. D'abord, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je veux faire, etc. Je pense que c'est assez clair que les mathématiques ont été et sont encore en profonde mutation, et ça depuis plus d'un siècle. Alors, si vous parcourez l'histoire des mathématiques, vous allez voir qu'il y a des moments clés, puis il y en a un clé qui est vraiment qui part au 19e siècle, et qui se poursuit aujourd'hui de différentes manières. C'est un peu de ça que je parle. La façon dont ou ce sur quoi je veux me concentrer, parce qu'il y a différentes mutations qui sont à l'œuvre, c'est l'aspect abstrait des mathématiques, la montée vers l'abstraction qui s'est constituée progressivement au 19e siècle et vraiment est devenue importante dans le courant du 20e siècle, puis aujourd'hui est monnaie courante. Il y a des changements, il y a des courants, il y a des tensions, mais je ne pense pas que ça va s'estomper de sitôt. On pourrait en débattre. Et là où ça commence pour moi, et dans le discours des mathématiciens et de la communauté des mathématiciens au début, et là je vais vous montrer des citations dans quelques secondes, c'est rattaché à ce qu'on a appelé, si vous lisez, la méthode axiomatique et la propagation de la méthode axiomatique dans les mathématiques à la fin du 19e, début du 20e siècle et encore aujourd'hui. Alors, je vais rapidement mettre, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, ça, je suis conscient, je vais essayer de me restreindre au temps qui m'est alloué. Ça va être un sacré défi, je vous le dis, mais je vais essayer. Ce que je veux faire, c'est à tout le moins clarifier en quoi la méthode axiomatique peut, j'insiste là-dessus, qu'elle ne l'est pas nécessairement, ça c'est un des premiers points que je veux faire, être une méthode d'abstraction. D'accord? Expliquer en quoi cette méthode diffère des conceptions habituelles de l'abstraction, ça, je ne le ferai pas systématiquement, ça demande beaucoup trop de temps. J'en glisserai deux mots vers la fin. Et ça, j'aimerais quand même lancer des pistes sur les conséquences méthodologiques et pédagogiques, philosophiques de la présence de la méthode d'abstraction qui repose sur la méthode axiomatique. Ça, j'espère pouvoir faire certaines choses de ce point de vue-là et de vous amener à vous y intéresser davantage. Alors, le contexte. Le contexte historique. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire et c'est absolument fascinant. Si vous n'avez pas fait ou la chance de faire un peu d'histoire des mathématiques, je vous encourage à le faire pour la raison suivante. C'est une boîte à surprises. C'est-à-dire que quand on fait des maths et qu'on apprend des maths, on réfléchit rapidement, OK, comment ça a pu apparaître, ça? On a souvent des idées qui nous viennent en tête. Et là, quand on regarde les textes, quand on regarde la véritable histoire, c'est rarement comme ça. D'accord? C'est toujours plus compliqué, c'est toujours plus étonnant, c'est parfois incompréhensible, même à première vue. Puis là, on retourne dans le contexte, on retourne à l'époque, et là, on commence à démêler, puis on commence à comprendre. Alors, je vous ramène en 1930, d'accord? En Allemagne, il y a van der Waarden qui publie un livre qui est considéré comme étant un des plus importants de cette époque. C'est l'étudiant d'Emile Noether et de Martin Artin. Et il publie un condensé des œuvres ou des enseignements de Noether et Emile Artin sur l'algèbre. D'accord? C'est la première phrase du livre. Il commence son livre comme ça. Alors, c'est en anglais. Là, j'ai pris la version anglaise, elle a été traduite en français aussi. Alors, je vais vous la lire en anglais, mais vous voyez comment ça va. The abstract, formal, or axiomatic. Alors, vous voyez tout de suite ça, je vais jouer là-dessus. Tout le long, d'accord? L'abstrait, le formel, l'axiomatique, la direction formelle abstraite et axiomatique, to which the fresh impetus in algebra is due, donc
la nouvelle algèbre vient de là, has led to a number of new formulations of ideas, insight into new interrelations, and far-reaching results, especially in group theory, field theory, evaluation theory, ideal theory, and the theory of hypercomplex numbers. Ça a changé de nom. Le reste, ça reste à peu près la même chose. Et donc, il nous dit tout de suite d'entrée de jeu, ce sont ces méthodes-là qui font que l'algèbre aujourd'hui a explosé d'une certaine façon. Ce livre-là était extraordinairement influent. C'est un tout petit livre, très court, très condensé, mais qui marque un moment dans l'histoire des mathématiques. On est en 1930. Dans la même veine, Sanders MacLean, très jeune, mathématicien américain très important, qui, dans les mêmes années, vous voyez un peu plus tard, 1939, c'est l'impact, ça prend un certain temps, et là, les Américains aussi vont adopter cette position-là. Et là, il dit dans un de ses articles, l'algèbre se concerne itself with the postulational description, alors ça c'est axiomatique, les postulats, of certain systems of elements in which some of or all of the four rational operations are possible. Les opérations arithmétiques habituelles. Mais là, c'est des systèmes d'éléments abstraits, les corps, algèbres linéaires, les algèbres de Lie, les groupes. The abstract or postulational development, vous voyez que c'est la même chose ici, of these systems must then be supplemented by investigation of their, entre guillemets, structure. Donc là, on glisse vers ce qui était devenu progressivement, ça c'était ma conférence, la première que je suis donnée ici, sur l'approche structuraliste. Dernière citation, même époque, 1930, Helmut Hasse, un autre Allemand, vous avez compris que ça vient de l'école allemande d'abord, mais les Français vont s'y mettre très rapidement, les Américains aussi, et les autres. Helmut Hasse, dans un très, très bel article, lui, il est algébriste, mais il écrit à ses collègues analystes. Puis il tente de convaincre ses collègues analystes qu'ils devraient faire de l'analyse comme on fait de l'algèbre abstraite. Puis que ce serait dans leur intérêt de faire de l'analyse comme on fait de l'algèbre abstraite. Alors, entre autres choses, il dit « Thus, owing to its abstract foundation, modern algebra, c'est Van der Waerden, c'est immunitaire, surtout, d'accord, j'insiste là-dessus. Wins, je ne sais pas pourquoi ça c'est une traduction, il faudrait que je vérifie en allemand pourquoi ça vient là. A unifying brand of method, donc on unifie les méthodes, around essentially different things, and in this way contributes to the required organic and systemic unification of mathematics. Donc on voit là-dedans la possibilité d'unifier grandement les méthodes, les concepts et les mathématiques en général par le biais de cette façon de travailler qui est la méthode axiomatique, c'est comme ça qu'on la présente. Alors, quelques exemples, là, je ne vais pas les inciter, vous les connaissez tous. C'est quoi la méthode axiomatique? Si vous avez fait de l'algèbre abstraite un petit peu, et même dans différents domaines. Alors, par exemple, on va vous présenter le concept d'espace vectoriel. On va dire un espace vectoriel, c'est un ensemble V. De quoi? Sur un corps. Là, on va vous dire au début R. Okay? On va vous dire un corps. Après, on va vous parler, on va vous amener là. On va vous dire, c'est sur R. Là, vous êtes OK, je connais. La droite, pas de problème, c'est des nombres. Je peux calculer, je peux faire des opérations arithmétiques. La signature, donc on vous dit, il y a deux opérations. Il y a un élément qu'on va appeler 0. Puis là, pour tous les autres éléments, vous avez des propriétés. Puis là, on vous dit, ça, ce sont les axiomes. D'accord? Puis là, vous êtes supposé comprendre que ça, c'est une structure et que vous devez démontrer des propriétés de tout espace vectoriel réel à partir de là. Ce que vous apprenez à faire. Puis là, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas ça que je faisais en algèbre linéaire. Moi, je faisais des calculs sur des matrices, puis des vecteurs. Puis là, je suis en train de faire quoi? Je ne sais plus. Et là, vous changez de façon de penser et de comprendre les mathématiques. Autre exemple que vous avez peut-être vu, que vous allez voir si vous faites théorie de Galois, c'est les mêmes structures qui apparaissent. Un groupe G, c'est un ensemble qui a une signature. Encore une fois, il y a un élément, il y a une opération à deux binaires, donc tel que pour tous les éléments G, quels qu'ils soient, et vous avez les trois actions. Alors là, je ne les ai pas formalisés, mais évidemment, l'étape suivante, c'est de dire, ben là, on le fait en logique du premier ordre, et pour tout X, pour tout Y, machin, pour tout A, pour tout B, et on vous le présente. Après, on s'empresse de faire des démonstrations à partir de ces axiomes, des propriétés des groupes, et là, de propriétés de sous-groupes, on définit des etc. Bien, on procède comme ça. Vous apprenez les mathématiques à partir d'un certain moment, comme ça, de plus en plus. Et je peux multiplier, je vais le faire tout à l'heure, les exemples. OK. Là, rapidement, je vais glisser. Dans cette façon de travailler, il y a trois composantes en interaction. Il y a la méthode axiomatique, on vous présente des axiomes. 1, 2, 3 pour les groupes. D'accord? Il y a un aspect de formalisation.
que je vous ai présenté comme étant il y a une relation binaire, ainsi de suite, que je vais préciser un peu plus que ce que j'entends par là, qui est important, et il y a une forme d'abstraction. Ça, on ne vous le dit pas. Historiquement, elle est omniprésente. D'accord? Dans le discours que vous avez eu chez MacLean, chez Van der Waerden, on parle d'abstrait, d'abstraction, et ainsi de suite. Pour eux, à l'époque, c'était clair que quand on introduisait quelque chose comme ça, dans certains cas, on faisait une abstraction. Quand on vous l'enseigne, ce qu'on fait, c'est qu'on vous enseigne les axiomes et on vous donne des exemples. On procède à l'envers, d'accord, de ce qui est historiquement le processus à l'œuvre. Alors, une des formes de l'abstraction dans les mathématiques contemporaines repose sur la méthode axiomatique et la formalisation. Je dis une des formes parce que l'abstraction prend différents visages en mathématiques, d'accord? Et ça, moi, je vais me concentrer sur un des aspects où l'abstraction apparaît, mais ce n'est évidemment pas le seul aspect qui est présent. OK. Première remarque essentielle. Ben, il y a axiome et axiome. D'accord? Et là, encore une fois, je devrais me reposer sur un peu votre culture mathématique générale pour vous en convaincre. Sinon, il faut que vous réfléchissiez davantage. Mais la méthode axiomatique, c'est-à-dire utiliser des postulats, ou ce qu'on appelle des axiomes, dire voici les propriétés essentielles, ce n'est pas nécessairement une forme d'abstraction. D'accord? J'insiste là-dessus. Et ça, il faut le garder à l'esprit. La méthode axiomatique joue d'autres rôles en mathématiques que celle d'abstraire quelque chose. Traditionnellement, et en fait pour la plus grande période de l'histoire des mathématiques, ce n'était pas une forme d'abstraction, la méthode axiomatique. D'accord? Les axiomes devaient avoir un statut très particulier, puis j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, vous ne verrez plus ça. Mais si vous retournez à Euclide et aux siècles qui ont suivi, les axiomes avaient un rôle très particulier à jouer. Ça doit être des énoncés, des propositions, c'est-à-dire des affirmations qui doivent être vraies ou fausses. D'accord? Ça, c'est crucial. Et en plus, un axiome doit être une évidence au sens français du terme. D'accord? Vous devez regarder l'axiome, puis il doit être évidemment vrai. Ça, c'est vous retournez chez les Grecs, et après, quand on voulait faire les mathématiques sur une base axiomatique, et on ne faisait pas toutes les mathématiques sur une base axiomatique, on le faisait si on était capable d'avoir ces propriétés-là. Donc, en géométrie euclidienne, quand vous lisez les postulats de la géométrie d'Euclide, ils se veulent évidents dans ce sens-là. Et ça a un rôle en théorie de la connaissance qui est extraordinairement important. Puis là, on remonte à Platon, puis on remonte à Aristote, puis à cette idée. Le caractère, donc, que j'appelle épistémique, c'est-à-dire dans son rôle dans la connaissance, être évidemment vrai, permet de justifier la valeur de vérité des énoncés mathématiques qui en découlent par la logique. Donc, si vous savez que vos axiomes sont évidemment vrais, que les règles de la logique préservent la vérité, ça c'est la notion de validité logique, bien, tout ce qui en découle par les règles de la logique va être vrai, même si ce n'est pas évident à prime abord, après coup. La propriété de la vérité est là au départ et elle demeure, d'accord, dans les étapes. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est ce que tous les philosophes aimeraient pouvoir faire dans leur vie, dans tous les domaines de la connaissance. Rechercher les principes premiers qui sont évidemment vrais et ensuite utiliser la logique à bon escient correctement pour démontrer ensuite des propriétés qui sont nécessairement vraies pour tout le monde. Le monde serait magnifique si l'éthique fonctionnait comme ça et si les sciences en général fonctionnaient comme ça. On sait que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon, mais il y a cette idée-là qui motive la façon de travailler dans la méthode axiomatique et qui a été présente très, 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 très longtemps. Alors là, je vais citer Gottlob Frege, qui est un logicien et mathématicien important du 19e siècle, qui a révolutionné, entre autres, pas seul, avec d'autres des collègues, la logique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Là, c'est encore en anglais parce que c'est cité par un collègue américain. Alors, lui, pour la géométrie, encore une fois, c'est Euclide, mais là, évidemment, au 19e siècle, les géométries non euclidiennes sont apparues, là, c'est un petit peu plus compliqué. From the geometrical source of knowledge flow the axioms of geometry.
Yet, even here, one has to understand the word axiom in precisely its Euclidean sense. Alors, ce que Frege vous dit, c'est qu'on doit comprendre, même en géométrie, quelle qu'elle soit, les axiomes dans leur sens euclidien. Puis là, ce que ça veut dire, c'est ceci, ce que je vous ai essentiellement dit. Les propositions doivent être vraies. Ce sont dans et là, j'adapte Frege. Ce sont des pensées complètes, c'est-à-dire qu'elles ont un sens. Vous les lisez, vous savez de quoi on parle. Vous savez à quoi ça réfère et pourquoi c'est vrai. D'accord? Et donc, il n'y a pas de symbole non interprété en géométrie. Alors, repensez au groupe. Et si je vous demande de quoi les axiomes de la théorie des groupes parlent, sont-ils vrais? Manifestement vrais. Vous seriez en droit de me dire je réserve toute réponse sans la présence de mon avocat parce que je ne suis pas sûr. D'accord? J'ai comme une petite réserve. Là, il y a au moins ça qui doivent être présents. Et ensuite, il est possible de reconnaître qu'ils sont vrais, indépendamment d'autres principes. C'est-à-dire que chaque axiome en soi comprend tout son contenu et la valeur de vérité doit être pleine et entière pour lui seul, non pas en relation les uns avec les autres. Chaque énoncé est pris seul. D'accord? C'est très contraignant, c'est très fort. Et si vous avez fait un peu de mathématiques plus récentes, vous dites, vraiment? Il faut que j'aille ça dans les axiomes? C'est pas trivial. OK, là, il manque une petite... Bon, pourquoi les choses se sont compliquées? Et pourquoi Frege insiste là-dessus pour la géométrie? Il y a un débat avec David Hilbert. OK, je vais y revenir dans une seconde. Apparaissent au 19e siècle, vous le savez, les géométries non euclidiennes. Là, il y a un axiome pas sûr qui est vrai. Je comprends de quoi il parle, mais est-il vrai? Puis là, on a des alternatives. On en a plus qu'une. Laquelle est vraie? De quoi est-elle vraie? De l'espace physique? Mais de quoi parle la géométrie? Des espaces possibles? Mais les espaces possibles, alors en quoi c'est vrai les espaces possibles s'ils n'ont pas de réalité? Alors là, ces questions-là arrivent, là, les philosophes et les mathématiciens commencent à être un petit peu embêtés. Et Hilbert, donc, lui, va s'attaquer au problème. Il va publier un tout petit livre qui est absolument magnifique. Alors, ça commence en 1899, là, les premières versions, les fondements de la géométrie. Puis là, lui, il enfonce le clou totalement. Les axiomes de la géométrie, selon lui, n'ont pas une interprétation fixe et donnée dès le départ. OK? Puis là, il y a un différend, donc il y a une polémique entre Frege et lui sur le statut des axiomes en géométrie. Puis là, il y a un échange épistolaire. Puis là, je vais vous citer un de ces passages, qui n'est pas celui peut-être que vous connaissez déjà, mais qui, celui-là, je vais y revenir une seconde, on ne sait pas s'il est vrai ou pas. Ça, c'est vrai, c'est écrit par Hilbert à Frege. Si je subsume sous mes points des systèmes arbitraires de choses, systèmes arbitraires de choses, peut être n'importe quoi. Par exemple, le système amour, loi, ramoneur, et que je suppose que tous mes axiomes expriment des relations entre ces choses, alors mes théorèmes, par exemple le théorème de Pythagore, sont également vrais de ces choses. Là, vous voyez, wow! Là, Frege, il disait qu'il faut que le sens soit fixe, il faut que je sache de quoi... En géométrie, je sais de quoi je parle. Je sais c'est quoi un point, je sais c'est quoi une droite, je sais c'est quoi un cercle. Il n'y a pas de doute. Je sais si c'est vrai, si c'est faux. Hilbert dit non. Les axiomes n'ont pas de sens préétabli. Vous les interprétez dans la mesure où les relations sont respectées. Pas de problème. D'accord? Là, il y a un changement d'attitude et posture qui est fondamental. Mais il insiste néanmoins sur l'importance de l'axiomatisation afin de clarifier les fondements d'une discipline, c'est-à-dire, pour lui, c'est mettre à jour. Puis si vous regardez son petit livre sur les fondements de la géométrie, c'est exactement ça qu'il fait. Puis il le fait de manière magistrale. Donc, de mettre à jour explicitement les liens logiques entre les concepts présents dans les preuves, c'est-à-dire, voici telle preuve du théorème de Pappus, je vais vous montrer exactement quels sont les axiomes nécessaires et suffisants pour le démontrer. Ni plus ni moins. Puis je vais exactement vous le montrer. Ça, c'est révéler les relations conceptuelles de manière très, très précise et très fine. Mais ce que ça mène tout droit à une interprétation purement formelle des axiomes. Les axiomes n'ont pas de sens préétabli, ce sont des symboles qui établissent des relations entre certaines choses. Vous les interprétez comme vous voulez,
En autant que vous respectez les relations, ce n'est pas grave. Mais vous pouvez travailler sur le plan strictement symbolique. Aujourd'hui, on dirait comme une machine. On n'est pas là à l'époque où il est écrit, mais on travaille sur les symboles. D'accord? Il n'y a pas chez Hilbert, et les logiciens américains, ça va avoir un impact, puis je n'en parlerai pas, je n'ai pas le temps, l'idée d'utiliser la méthode axiomatique afin de capturer des concepts abstraits, bref, abstraire systématiquement. Donc, chez Hilbert, ce n'est pas ça. J'insiste, d'accord? Hilbert, il y a les pieds entre 2 siècles, le 19e siècle et le 20e siècle. Puis pendant toute son existence, qui est longue et très fructueuse, sa position va évoluer. Mais ce n'est pas lui qui va dire, par le biais de la méthode axiomatique, on va obtenir des structures abstraites. Il ne fait pas cette affirmation-là, jamais. D'accord? Il n'est pas là. Ça va venir après. Donc, rapidement, je vous l'ai dit, le développement historique, il évolue. Il nous montre tellement que les choses sont un petit peu plus compliquées qu'on pensait. Alors là, je vais sauter à une vitesse grand V sur des choses extrêmement fascinantes, entre autres sur qu'est-ce que ça a pris pour qu'on mette en place et qu'on pense la méthode axiomatique comme une méthode d'abstraction. Bien, il a fallu, par exemple, que la théorie des groupes en tant que théorie se constitue. Alors là, ça, c'est en soi intéressant parce que la théorie des groupes, en tant que théorie des groupes abstraits, bien, ce n'est pas Galois. Okay? Galois introduit la notion de groupe dans un contexte très particulier, mais ce n'est pas une théorie abstraite. Puis ce n'est pas Cayley, bien que Cayley définisse la notion d'un groupe abstrait et le théorème de représentation, mais il n'en fait pas une théorie générale. Et ce n'est pas Gauss. Et ça prend un certain temps, et c'est seulement à la fin du 19e siècle et début du 20e qu'on voit les premiers véritables balbutiements de ce que la théorie des groupes telle qu'on la connaît. La théorie des corps, ça aussi c'est fascinant, c'est lié à la théorie de Galois, avec les deux, si vous l'avez fait, c'est relié. Dedekind commence à faire la théorie des corps, mais la théorie des corps abstraits, je vais y revenir dans une seconde, elle ne se constitue qu'au début du 20e siècle. D'accord? Et la théorie des anneaux, ça aussi, c'est Dedekind. Alors, vous avez compris que Richard Dedekind a joué un rôle quand même important dans cette évolution-là. Et Émile Noether elle-même a affirmé que tout était déjà chez Dedekind. D'accord? Je n'ai rien fait, moi, c'était déjà là. En fait, il faudrait quand même lui donner beaucoup de crédit. Dedekind n'a pas fait ce qu'elle a fait. Donc, la théorie des anneaux, ce n'est qu'à partir que c'est des trois, et ça aussi, début du 20e siècle. C'est lorsque ces 3 exemples-là en algèbre sont apparus qu'on a commencé à se convaincre qu'il y avait peut-être quelque chose qui existait comme une théorie générale de l'abstraction qu'on pouvait utiliser. Parallèlement à ça, à peu près à la même époque, je vous rappelle qu'il y a Lebesgue qui va faire une axiomatisation de l'intégrale et il y a Fréchet qui va jouer un rôle très important aussi dans les espaces métriques et les espaces topologiques. D'accord? Mais la notion d'espace topologique, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on y voit clairement. Mais ça apparaît. Fréchet a vu pas mal de choses. Mais la communauté, ça prend un petit peu plus de temps. Alors, par exemple, Leo Corey, qui est un historien des mathématiques, qui a écrit un très, très beau livre sur l'histoire de l'algèbre moderne, je vais le citer. Many of the concepts introduced by Dedekind in his work on ideals, fields, modules, Ordnung, les théories des ordres, etc., are so closely related from a formal point of view, du point de vue purement formel, to the concept of an abstract ring, that in retrospect one could easily be led to think of the process leading to from research using the former concepts to the introduction of the latter as a very straightforward, almost natural step. But when one examines the actual historical process that brought about the formulation and early research on abstract rings, a completely different picture emerges. One sees that this process was rather slow and convoluted. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que si vous regardez Dedekind, vous allez voir les notions d'idéal, de corps, de module, d'ordre, ainsi de suite. Puis vous allez dire, ah, mon Dieu, il était là, il l'avait. Puis il a fait la théorie abstraite. Non. Qu'est-ce qui manquait, etc. Puis avant qu'on en arrive à une théorie abstraite des anneaux, une théorie abstraite des corps, il manquait des éléments. Et que les mathématiciens se convainquent qu'une théorie abstraite des anneaux, ça donnait quelque chose, puis que ça valait la peine de le faire, ça prenait des éléments. Même chose pour les corps. Ça, c'est, je ne vais pas passer là-dessus, d'accord? Un résumé de comment on en est arrivé à la théorie abstraite des anneaux.
les différentes influences, puis les différentes inputs qui ont dû être gérés, agglomérés, mis ensemble pour finalement avoir une théorie générale abstraite des anneaux. C'était un petit peu compliqué et très riche. D'accord? Mais encore là, il faut comprendre que quand on arrive là, on a un véritable gain qui est obtenu à ce moment-là. OK. D'autres exemples, je l'ai mentionné, les espaces métriques de Fréchet, les espaces topologiques Fréchet, et pas loin, c'est Hausdorff qui fait vraiment le grand coup, les espaces vectoriels, les algèbres de Boole, on pourra en parler, c'est un cas particulier, les treillis en général, les espaces de Banach, et ainsi de suite. À partir de 1930, ça explose. Et les mathématiques changent. Puis là, je vous ramènerai à la conférence que j'ai déjà donnée. Arrive Bourbaki, le groupe de Français, puis là, eux, ils disent hey, c'est de même qu'on fait des maths. À partir de maintenant, c'est ça, les maths. On change tout. D'accord? C'est des structures abstraites, puis on va faire les maths à partir de là. Bon, espace d'Hilbert, évidemment. OK. Alors là, je vous présente quelque chose qui est original. Comment fonctionne. Je vais tout écrire, puis je vais y revenir. Oups, là, il y a un problème de mise en page, de transfert de données. Wow. OK. 3 étapes, d'accord? Je ne vais pas revenir, ça serait trop long. Ça, ici, vous avez des exemples de Fréchet. Ce sont des espaces métriques. OK? Il y a donc des théories sur lesquelles vous travaillez, dans lesquelles vous avez un certain concept qui apparaît. Comme ici, vous avez des fonctions sur les nombres réels, vous prenez juste la valeur absolue, prenez le max, etc., ça vous donne une métrique. Ici, c'est plus compliqué, vous avez des suites de nombres qui peuvent être réels, et là, vous avez une métrique qui est un petit peu plus compliquée, mais les éléments sur lesquels vous travaillez sont très différents. Ça, c'est un point, ça, c'est une suite de nombres infinis. Puis le troisième exemple, c'est sur des espaces fonctionnels. Vous avez des fonctions continues qui peuvent être sur des complexes ou sur des réels. Puis là, vous avez encore une métrique qui ressemble à celle-là, mais il y a quand même des propriétés des objets sur lesquels vous travaillez qui sont très différents. D'accord? Je vais revenir là-dessus. J'insiste sur le mot incohérente. D'accord? C'est un domaine que je vais qualifier d'incohérent de variation qualitative. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous travaillez dans votre esprit, il y a un espace de fonctions. OK? Puis les objets auxquels vous pensez, vous référez, c'est des fonctions, d'accord, qui sont des objets d'un certain type, avec certaines propriétés, avec une dérivée, qui sont continues, ne sont pas continues, et ainsi de suite. Puis là, vous travaillez là-dessus. Donc, vos représentations visuelles, les propriétés auxquelles vous pensez, ont une certaine qualité, je vous dirais. Vous voulez même les représenter visuellement d'une certaine façon. Ici, vous êtes ailleurs. Vous êtes dans un plan des réels, vous êtes sur des points. Les propriétés d'un point sont radicalement différentes des propriétés d'une fonction. Il faut dire qu'un point est continu. D'accord? Donc, mentalement, vous allez penser à vos objets d'une façon différente. Les propriétés que vous allez attribuer à ces objets-là vont être différentes. Et elles peuvent être, et ça c'est ce que j'affirme, même incompatibles les unes avec les autres. D'accord? C'est important. Remettez-vous dans ça. Là, vous êtes un mathématicien, vous travaillez sur certains problèmes dans le plan des réels, en calculant certaines choses pour résoudre certaines difficultés. Ici, vous êtes dans un espace de fonctions. Puis, si vous ne savez pas que vous êtes dans des espaces métriques, remettez-vous donc fin du 19e siècle, vous allez penser les choses d'une certaine façon. Là où l'abstraction apparaît, c'est au moment où on comprend qu'il y a des propriétés communes à ces 3 contextes-là et qu'on va se servir des axiomes pour capturer les propriétés communes. D'accord? Je vais y revenir. Parce qu'il y a 3 étapes. Avant d'arriver à ça, il y a aussi ce que j'appelle le processus de formalisation. Alors, d'abord, la question de la variation qualitative, ce dont j'ai commencé à parler. Là, je vais citer Steinitz, un mathématicien du début du 20e siècle, qui est celui qui a fait la théorie des corps abstraits. Cet article-là est aussi extraordinairement influent et a influencé les Noether énormément. Puis je vais aller voir, là, il y a un élément crucial. I was led into, alors c'était pas en anglais, c'est en allemand, c'est une traduction en anglais. I was led into this general research, especially, là j'insiste là-dessus, prenez note de ça, by Hensel's Theory of Algebraic Numbers. Hensel's Theory of Algebraic Numbers, OK.
whose starting point is the field of p-adic numbers, a field which counts neither as a field of functions nor as a field of numbers in the usual sense of the word. Alors, combien d'entre vous ont fait un peu de nombres p-adiques, les théories des nombres p-adiques? Ah, c'est de valeur que vous n'aviez pas plus que ça. Je vais m'adresser à ces deux personnes. Alors, moi, quand j'ai été étudiant en maths, puis qu'on m'a présenté la théorie des nombres p-adiques, j'ai eu un choc. Un choc profond. J'ai dit, de quoi on me parle? C'est quoi ces patentes-là? Et ça a-tu du sens, cette affaire-là? C'est un choc. OK? Puis là, ça n'a rien à voir avec ce que je connais. Ça n'a rien à voir avec les nombres, les opérations sur les nombres. Ça n'a rien à voir avec les fonctions, machin. Je ne sais pas comment on pense à ces patentes-là. Ça m'a l'air d'être totalement extraterrestre. D'accord? Et là, ce que Steinitz vous dit, c'est qu'il avait la même expérience. Puis lui, il s'est dit, je vais résoudre le problème. Je vais inventer. Alors, ça, c'était une des définitions des. Je vais-tu réussir? Ah, excusez-moi. Pas important. Une des définitions des nombres p-adiques. Mais là, il s'est dit, moi, je vais contourner le problème de l'accessibilité cognitive des nombres p-adiques. Parce que ça ressemble à des nombres, à aux propriétés, qu'on les additionne, on les soustrait, etc. Ça ressemble aussi à d'autres opérations sur les fonctions où on fait les mêmes opérations. Puis là, il y a ça aussi. Puis là, je regarde, il y a les trois opérations. C'est un corps. C'est un corps abstrait. Et là, je vais démontrer des propriétés pour tout corps abstrait. Puis nécessairement, le corps des nombres p-adiques va avoir ces propriétés-là. Je n'ai pas à me casser la tête. Si je suis capable de penser à ces propriétés-là de manière abstraite, bien, ça va s'appliquer automatiquement au corps p-adique. Wow! Là, j'ai un gain. J'ai un gain majeur. D'accord? Là où j'avais une expérience d'être dans un monde totalement extraterrestre, si je suis capable de penser de façon abstraite, bien, je peux transposer aussi ma compréhension de corps que je connais bien, puis voir que ça fonctionne au niveau abstrait, ça va marcher pour les nombres p-adiques. Ça, et puis sur le point de vue cognitif, c'est extraordinaire. Alors, incohérent. Pourquoi? Alors, prenez les exemples que je vous ai mentionnés. Alors, soit en théorie des corps, soit pour Fréchet et les espaces métriques. Là, ce que j'affirme, c'est que dans une des théories données, vous avez des objets A, B, F, G, alpha, bêta, qui ont certaines propriétés, P ici, Q, R, et un critère d'identité, à savoir, pour les objets de ce type-là, voici dans quelles conditions les deux objets sont identiques. Pour les objets de ce type-ci, voici les conditions dans lesquelles ils sont identiques. Et la troisième théorie vous donne également. Si vous prenez le premier exemple de Fréchet, vous avez des points. Ici, vous avez des espaces de fonctions, vous avez des fonctions. Les conditions d'identité de points sont très différentes des conditions d'identité des fonctions. D'accord? Il y en a une qui se rabat sur l'autre avec des moyens logiques, et ainsi de suite. Dans la théorie des corps, les différents exemples de corps qu'on a, c'est la même chose. Vous avez l'identité pour les nombres p-adiques, c'est complètement différent de l'identité sur les entiers naturels, ou les entiers qui forment un corps. D'accord? Donc, pas de problème. Là, il y a une différence radicale. Si vous avez un corps de fonction, même chose. Ça va avoir votre critère d'identité qui va fonctionner différemment. Et surtout, c'est ce que je disais, certaines des propriétés que vous allez attribuer à ces entités-là de ce type-là vont être très différentes et voire incompatibles avec les propriétés que vous pourriez attribuer aux autres entités si vous êtes pris dans cette théorie-là. Vous ne voulez pas transférer toutes les propriétés qui sont là à celles-ci. C'est en ce sens-là que je dis qu'elles peuvent être mutuellement incohérentes. Et ça, c'est important du point de vue pédagogique. Parce que si vous êtes, vous, familier avec un exemple particulier de corps, et que pour vous, un corps doit avoir, les objets de ce corps-là sont génériques, au sens où les propriétés des objets de ce corps-là devraient être vraies de tous les corps, bien, vous pouvez être pris avec des propriétés qui ne se transfèrent pas, voire qui sont incompatibles au niveau abstrait et qui ne sont pas des propriétés de corps abstrait. Et ça peut vous bloquer pour comprendre ce qu'est un corps du point de vue abstrait. D'accord? Ça, c'est, à mon sens, essentiel. Donc, je reviens à cette étape-là. On doit avoir un domaine incohérent de variation qualitative. Là, j'espère que ça ne va pas tout disparaître. L'autre étape,
c'est celle-ci. Là, vous ne le voyez pas, il y a un problème ça s'est écrasé. C'est ce que j'appelle l'identification de propriété et formalisation. Cette étape-là, vous devez, dans ces variations-là, pouvoir identifier des propriétés, justement, qui sont essentiellement les mêmes. Puis là, vous devez oublier, d'où l'abstraction, vous devez oublier le sens et la référence intrinsèque que ces symboles-là ont quand vous êtes dans l'exemple donné. Et ça, c'est un processus de formalisation au sens où vous passez aux symboles et vous oubliez le référent des symboles. Vous travaillez seulement sur les formules et sur les règles de manipulation des formules. Il n'y a plus de référent fixe, il n'y a plus de sens fixe. Donc ça, c'est une étape cruciale qui, historiquement, a joué un rôle important. Puis la troisième, ça sera la méthode axiomatique. Sur la formalisation, je veux quand même dire quelque chose. Ah oui, là, ça va effacer. D'accord. Alors, je vais quand même donner une citation de Weber, encore là, fin 19e siècle, collaborateur avec Dedekind. In the following, an attempt is made to present the Galois theory of algebraic equations. Alors, on est au début de la grande formalisation de la théorie de Galois, qui n'est pas finale. Alors, Dedekind est le premier à commencer à systématiser la théorie de Galois telle que vous l'apprenez. C'est Émile Artin qui va lui donner la forme qu'on en connaît aujourd'hui. Mais ça commence là. Alors, in the following, an attempt is made to present the Galois theory of algebraic equations in a way which include equally well all cases in which this theory might be used. Donc là, généralité la plus grande possible. Thus, we present it here as a direct consequence of the group concept, eliminated by the field concept. Là, j'attire votre attention sur l'utilisation du mot concept. D'accord? C'est le langage utilisé par Dedekind, Weber et compagnie à l'époque. On ne parle pas de structure, on parle de concept. Même chose. As a formal structure, completely without reference to any numerical interpretation of the elements used. Ça ne peut pas être plus clair que ça. À oublier toute référence à des nombres, à quelque chose, il n'y en a pas. C'est purement symbolique. D'accord? Ça aussi, du point de vue pédagogique, vous êtes passé par là. D'accord? De quoi on parle? Puis là, c'est juste des règles. Il faut que j'apprenne à utiliser des règles. Rien d'autre. Mais de quoi on parle? OK? Puis là, il y a un problème. Lorsqu'il y a une multiplicité d'interprétations incohérentes, incompatibles, il est raisonnable d'oublier ces interprétations parce que là, vous dites, je ne peux pas mettre ça ensemble. Ça ne marche pas. Les propriétés, continuité, un point, je ne peux pas faire ça. Et se concentrer sur les symboles et les règles qui gouvernent leur manipulation. En d'autres mots, on adopte donc ce qu'on va appeler une posture formaliste par rapport aux mathématiques. De quoi les mathématiques parlent? De rien. C'est des règles. C'est des règles comme un jeu. Puis si vous apprenez les règles, comment les manipuler, vous faites des maths. D'accord? Puis les machines peuvent le faire. Vous dites, wow, OK. Ça, c'est un point de vue. Est-ce que c'est le bon point de vue? Et du point de vue de la théorie de l'abstraction, il manque un bout aussi. OK? Un bout crucial. Et là, j'y arrive. J'aurais dû couper ça, là. Je m'excuse. Mais si j'avais eu le temps, je l'aurais pris différemment. Donc, formalisation, axiomatisation. Donc, on a identifié les propriétés. Puis là, on écrit de manière purement formelle ce que l'on veut dire. Mais là, il y a une étape. C'est la véritable étape de l'abstraction, selon moi, finale, qui est, là, vous ne le voyez pas, mais c'est ce que j'appelle l'extraction d'un critère d'identité. C'est-à-dire que là, maintenant, de quoi je parle? Bien, je parle de structure abstraite, mais je ne peux le faire que si j'ai un critère d'identité pour ces structures-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis capable de déterminer quelles sont les propriétés qui sont les propriétés de ces structures-là et seulement ces propriétés-là. Que je ne vais pas retomber sur des propriétés de ces animaux-ci, puis les transférer là. Parce que mon critère d'identité ne les respecte pas. D'accord? Alors, les propriétés qui vont être significatives sont celles qui sont respectées, invariantes, sous le critère d'identité. Par exemple, en théorie des groupes, la notion d'isomorphisme de groupe. En topologie, la notion d'homéomorphisme. Ce sont ces critères-là qui vous permettent de déterminer, pour un espace donné, vous pouvez inventer des propriétés totalement délirantes pour un espace. Est-ce que c'est une propriété topologique? Bien là, vous regardez si, sous un homéomorphisme, cette propriété-là est préservée.
Si elle ne l'est pas, ben vous avez peur. Vous n'êtes pas en train de faire de la topologie. Vous êtes peut-être en train d'inventer un nouveau domaine des maths, mais ce n'est certainement pas de la topologie. Est-ce que c'est préservé sous les homéomorphismes? Oh, oui. OK, vous avez une propriété topologique. Et ça, c'est crucial, d'accord? Parce que vous jouez à différents niveaux parfois de structure, puis vous devez garder ça. Mais là, comme vous avez ceci, vous pouvez dire ce groupe-ci, il va dire celui-là, et y référer explicitement parce que maintenant, vous savez qui il est parce que vous avez un critère d'identité, à isomorphisme près. Et là, vous savez de quoi vous parlez. Vous parlez de structure abstraite. Vous ne parlez plus de ceci, vous parlez vraiment de nouvelles entités qui ont une existence propre parce que les propriétés qui les caractérisent sont bien délimitées et le critère d'identité est bien identifié. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté. Ça c'est implicite, soit dit en passant. Vous apprenez à jouer comme ça. Vous apprenez à développer l'utilisation du critère d'identité et après un certain temps d'expérience, vous dites « Ah, ça, c'est une propriété des groupes. Ça, ce n'est pas une propriété des groupes. C'est une propriété des ensembles. Ça, c'est une propriété d'anneau. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire a priori. C'est seulement en vous familiarisant et en travaillant du point de vue de la théorie que là, ça se détache complètement et ça acquiert une autonomie. D'accord? Allez, ça va faire ça encore. Donc, le critère d'identité. Il faut que je termine très, très bientôt. Il doit préserver ceci. Et ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est un filtre, le critère d'identité. Il vous permet de dire que si une propriété est une propriété des nouvelles structures. Les autres, vous les ignorez. S'il est préservé, il est invariant sous le critère d'identité qui est donné, c'est une propriété. S'il ne l'est pas, ça ne l'est pas. Et c'est son rôle. C'est ce qui permet de dire je suis dans une théorie maintenant d'entité dont je peux parler. En soi. D'accord? Historiquement, là, il y aurait énormément de choses à dire parce qu'effectivement, historiquement, quand on regarde, parfois, ça a pris beaucoup de temps avec les mathématiciens identifier le critère d'identité approprié. 2 exemples très rapides que je vous donne si ça vous intéresse. En topologie, ça a pris beaucoup de temps avant que la communauté des mathématiciens reconnaisse la propriété d'un critère comme étant l'homéomorphisme. D'accord? Ça a pris 20 ans avant que finalement tout le monde dise « Ah oui, c'est vraiment ça ». En théorie des catégories, en 1945, Allenberg et MacLean, dans leur article, ils vont parler d'isomorphisme de catégorie, puis ils vont dire « ça, c'est le critère d'identité ». Ça va prendre une dizaine d'années pour que Jean-Pierre Serre et Grothendieck, en France, disent « non, 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 beaucoup trop rigide, le concept d'isomorphisme de catégorie, dans la pratique, ce n'est pas ça qui marche. Le véritable critère d'identité à l'œuvre, c'est la notion d'équivalence de catégorie. C'est un autre critère d'identité qui est complètement différent. Puis en topologie, vous en avez un autre, qui est l'équivalence homotopique. Donc, une fois qu'on peut généraliser, puis ça, c'est ce qui s'est produit historiquement. Vous oubliez un axiome, qu'est-ce que ça donne? C'est une nouvelle structure? Ça a-tu du sens? On a-tu quelque chose? On n'a pas quelque chose? Donc, vous pouvez commencer à travailler d'une autre façon à partir de ce moment-là. Et là, la notion de structure abstraite ainsi obtenue est relative. Alors là, je vais faire des remarques là-dessus, puis j'ai vraiment pas beaucoup de temps parce que je sais que vous devez partir. Mais c'est important que je vous laisse un peu sur certains éléments. Alors, traditionnellement, du point de vue des philosophes, là, ça remonte à Platon. On oppose abstrait à concret. Okay? Qu'est-ce qui est concret? Ce que l'on peut toucher par les sens, ce qui interagit causalement. Ce qui est abstrait, c'est ce qui n'est pas concret. Okay? Les mathématiques sont abstraites dans ce sens, parce qu'un cercle, ça interagit pas avec rien. Avez-vous déjà vu un cercle? Non, strictement parlant. Vous n'avez jamais vu un cercle, vous n'avez jamais vu un vrai triangle, vous n'avez jamais vu, senti, touché aucune des entités sur lesquelles vous travaillez. Elles sont inertes et abstraites. Platon. D'accord? Ça, c'est l'opposition. Elle est radicale. Vous avez des abstraits, vous avez le concret, il n'y a rien entre les deux. Moi, je suis en train de vous dire, mais
Si être abstrait est un résultat d'un processus d'abstraction, c'est possible d'être plus abstrait que quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui peut être plus concret que d'autres choses, même en mathématiques. D'accord? C'est pas, ça c'est abstrait, c'est relatif. D'accord? Par exemple, on a un critère d'identité pour les corps abstraits, la notion d'isomorphisme de corps. Puis on a les critères d'identité, je vous l'ai dit, pour les nombres péodiques. Puis là, on pourrait très bien dire que ça, c'est plus abstrait. La notion de corps abstrait est plus abstraite que la notion de corps de nombre d'un corps spécifique péodique. Combien d'entre vous ont fait un peu de topologie? OK, je m'adresse un peu à vous. Si vous l'avez fait un peu, espace métrique, répondez sans réfléchir. Est-ce que, selon vous, la notion d'espace métrique est plus abstraite ou moins abstraite que la notion d'espace topologique? Pourquoi? On ne va pas là, là. Mais vous avez tous répondu spontanément, il y en a une qui est moins abstraite que l'autre. OK? À chaque fois que je posais cette question-là, j'ai toujours eu la même réponse. Jamais eu d'autre réponse que celle-là. C'est comme tout de suite. C'est clair. OK? OK. Donc, on peut mettre l'hypothèse qu'il y a des structures qui sont plus abstraites que d'autres. Je viens vous le donner. Par exemple, aussi, si vous faites un jour des théories des catégories, bien là, vous allez vous convaincre que c'est pas mal plus abstrait que le reste. D'accord? General Abstract Nonsense. Pourquoi? Vous devez changer de critère d'identité. Puis là, je veux dire, si vous faites un peu de topologie, vous continuez, puis vous faites la théorie de l'homotopie, plus abstrait que de la topologie, qui est plus abstraite que les espaces métriques. Pourquoi? Changer de critère d'identité. D'accord? OK. Donc, là, je conclus. On doit distinguer le rôle de l'axiomatisation, de la formalisation et de l'abstraction. J'aurais pu m'étendre là-dessus. Du point de vue historique, on a identifié la méthode axiomatique avec l'abstraction, alors que ce sont deux méthodes distinctes, d'accord? Il faut le garder à l'esprit. Puis aujourd'hui, on pourrait même dire, on ne fait plus d'axiomes, on donne des données. Okay? On présente les propriétés, ce qui doivent être satisfaites. Parce qu'on va leur donner un statut particulier, mais il faut être attentif à la logique, et là, c'est important, à la logique de l'abstraction. Parce que moi, sous-jacent à ça, je vous dis qu'il y a une logique de l'abstraction qui est présente, d'accord? Qui comprend essentiellement la présence des critères d'identité propres aux structures abstraites. Puis, idéalement, nous devions pouvoir transposer l'analyse, cette théorie d'abstraction, à la pédagogie. J'en ai glissé quelques mots, mais ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Pour comprendre et apprendre les mathématiques des structures abstraites, il faut articuler les aspects logiques de la méthode axiomatique, la posture formaliste et la compréhension des critères d'identité structurelle. Vous voyez que ce n'est pas simple. Quand on vous amène aux mathématiques abstraites, à l'algèbre abstraite, etc., vous devez articuler ça d'une certaine manière, cognitivement. Ça ne se fait pas comme ça. D'accord? Historiquement, ça ne s'est pas fait de même. Il y a un jeu variable entre l'abstraction et l'exemplification. Ça, j'aurais pu insister là-dessus, parce qu'une fois que vous avez de l'abstraction, vous pouvez descendre. Ça veut dire quoi? Ça a été un élément important dans l'assimilation des mathématiques et des structures abstraites. Et comme Bourbaki l'a souligné rapidement, la maîtrise des mathématiques abstraites, au niveau du critère d'identité introduit, permet, par la maîtrise du symbolisme, le développement de nouvelles intuitions. Croyez-le. D'accord? On peut développer des intuitions sur les groupes. Alors que quand vous commencez avec les axiomes, puis on vous fait démontrer des trucs sûrement formels, vous dites, mais de quoi on parle, je ne comprends rien. Plus vous travaillez là-dedans, plus vous développez une intuition sur les groupes eux-mêmes, de la même manière que vous pouviez en avoir sur les nombres. OK, j'arrête là-dessus. Si ça vous intéresse un peu plus, vous pouvez aller sur mon Phil People. Il y a 2 articles que j'ai écrits là-dessus qui portent exactement sur ce que je viens de vous parler. Allez les chercher, puis si vous voulez en parler, ça me fera plaisir. Alors, je sais que vous devez partir. Je pense que j'ai respecté le temps, ou à peu près.